Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. L'inquiétude de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest après la mort d'au moins 5 personnes dans des manifestations en Guinée. Alors que la CEDEAO demande l'ouverture d'une enquête sur ce drame, plusieurs organisations ont appelé à l'ouverture immédiate d'un dialogue inclusif. Partis politiques et organisations de la société civile ont également dénoncé des actes de répression ainsi que des arrestations extrajudiciaires. L'installation d'un premier péage automatique sur l'autoroute Kribi-Lolabé au Cameroun. Mise en service le 29 juillet, l'axe devrait permettre de faciliter l'accès des véhicules au port de Kribi. Et puis l'ambition du Maroc en termes de développement économique d'ici 2025. Le Royaume entend créer 1 million d'emplois et notamment à destination des femmes. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, plus que quelques jours avant l'élection présidentielle au Kenya, à l'approche de ce scrutin prévu le 9 août prochain, la commission électorale indépendante a tenu à rassurer les électeurs. Lors d'une conférence de presse donnée ce lundi, le président de l'instance, Wafula Chebukati, a promis que cette élection serait, je cite, libre, équitable et crédible. Des propos qui entendent redonner confiance aux électeurs après l'incident de 2017, année durant laquelle la Cour suprême avait en effet invalidé les résultats de l'élection après avoir constaté des irrégularités. Pour assurer le bon déroulement du scrutin, le groupe d'observation des élections entend déployer dans les bureaux de vote 5000 observateurs. Dans cette optique, l'Union africaine ou encore l'Union européenne comptent également déployer sur place des missions d'observation. Les tensions sociopolitiques ne cessent de prendre de l'ampleur en Guinée après la mort de 5 personnes survenues les 28 et 29 juillet dernier lors de manifestations contre la junte au pouvoir. La CEDEAO s'est dit vivement préoccupée par la situation. Dans un communiqué paru le 31 juillet, l'organisation sous-régionale a appelé à la libération des détenus ainsi qu'à l'ouverture d'une enquête rapide pour déterminer les circonstances de ce drame. Roberto Bogbe. Une libération des détenus et l'ouverture rapide d'une enquête. Voilà la principale recommandation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La CEDEAO, pilotée dans cette initiative par l'ancien président Boni Yayi, attendu dans le pays dans les prochains jours, est préoccupée par la montée des tensions sociopolitiques en Guinée. Elle déplore la violence qui a eu lieu à Conakry les 28 et 29 juillet 2022, faisant des morts et des blessés. Les violentes manifestations qui ont été observées en Guinée et qui ont été réprimées dans le sang, on peut le dire, sont condamnables. En tant qu'organisation de la société civile, une ONG qui fait la promotion des droits humains, nous dénonçons avec la dernière énergie cette attitude. Parce que pour nous, la liberté d'expression, la liberté de manifester est reconnue par la Constitution de la Guinée. Le communiqué de la CEDEAO, signé le 31 juillet 2022, va dans le sens des différentes coalitions de Guinée qui ont exigé l'ouverture immédiate d'un cadre de dialogue inclusif sous peine de nouvelles manifestations à partir du 15 août 2022 sur toute l'étendue du territoire. Elles ont dénoncé les actes de répression, les pertes en vies humaines et toutes les formes de violence enregistrées au cours des dernières manifestations. La manifestation a été interdite par les autorités de la transition en Guinée. Alors donc il fallait couper la poire en deux et faire en sorte que l'intérêt de la nation guinéenne prime sur les intérêts égoïstes des uns et des autres. Alors ce qui est arrivé est déplorable, mais force doit rester à la loi en toutes choses. La communauté reste pleinement engagée à soutenir les autorités de transition et le peuple guinéen dans cet effort, notamment par le biais de la médiation de la CEDEAO dirigée par l'ancien président Boni Yayi. Le G5 Guinée, qui hormis la CEDEAO regroupe les Nations Unies, l'Union européenne, déplore le recours excessif à la force et l'utilisation alléguée d'armes létales pour le maintien de l'ordre. Et après ces manifestations en Guinée, 2 leaders du Front National pour la défense de la Constitution ont été inculpés ce lundi 1er août. Il s'agit d'Oumar Silla et d'Ibrahima Diallo. Le tribunal de première instance de Dixine les a inculpés pour, je cite, participation à un attroupement interdit de pillage, de destruction de biens publics et privés, de coups et blessures volontaires. Les 2 hommes ont ensuite été écroués à la prison civile
civile de Conakry. Une sentence qui a aussitôt fait réagir le FNDC. Pour le mouvement, ce jugement témoigne de l'instrumentalisation de la justice. Notons que Saïkou Yaya Bari, le secrétaire exécutif de l'Union des forces républicaines, a lui aussi été placé sous mandat de dépôt. Ce 1er août était un jour de fête au Bénin. Le pays célébrait ce lundi le 62e anniversaire de son indépendance. Une cérémonie placée sous le signe de l'apaisement. Les anciens présidents Thomas Boni-Yayi et Nicéphore Soglo ont répondu présents à l'invitation lancée par le chef de l'État, Patrice Talon. Reportage de notre correspondant Lefty Onou. C'est l'armée de terre qui a ouvert le bal du défilé pédestre des détachements militaires et paramilitaires dans le cadre de la célébration des 62 ans d'indépendance du Bénin. Cette célébration est marquée par le premier défilé de la garde nationale, 4e composante des forces armées béninoises, créée par le président Patrice Talon pour faire face à la montée du terrorisme dans la sous-région. Au plan politique, cette fête a été rehaussée par la présence des anciens chefs d'État, Nicéphore Soglo et Thomas Boni-Yayi. Une première après un quinquennat marqué par des désaccords et des tensions entre le président Talon et ses prédécesseurs. Vous savez, les guéguerres qui existaient, mais aujourd'hui, tous les anciens chefs d'État sont au défilé, les anciens présidents des institutions, et tout cela montre que la réconciliation du pays avance. Je suis très content de voir que les anciens présidents Nicéphore Soglo comme Thomas Boni-Yayi ont eu le temps de venir pour honorer la République. Cela rehausse l'image de notre pays à l'international. Le président Patrice Talon a fait part de sa volonté d'améliorer le climat politique pour une image favorable au développement économique lors de la récente visite du président français Emmanuel Macron au Bénin le 27 juillet 2022. La présence des deux anciens chefs d'État aux côtés du président Talon augure d'une décrispation politique à 5 mois des législatives de janvier 2023. On a besoin des anciens parce que sans les anciens, pour guider les pas des jeunes, je pense que ça ne réussira pas. Moi, je suis très fier de le voir, mais il faudrait que ça dépasse le cadre seulement de leur présence à la fête. Il faut que ça aille très loin. Il faut qu'ils conseillent le chef de l'État. A noter que, suite à une série d'audiences accordées au président d'institution et ses prédécesseurs, notamment à l'ex-chef d'État Thomas Boni-Yayi au palais de la présidence en juin 2022, le président Patrice Talon a annoncé la formalisation d'un cadre de concertation entre anciens présidents de la République et le président en exercice. Par ailleurs, 30 opposants arrêtés en marge de la présidentielle d'avril 2021 ont été mis en liberté provisoire le 27 juillet 2022. Cependant, les deux principales figures de l'opposition à cette présidentielle, Rekia Madougou et Joël Aivo, respectivement condamnés à 20 ans et 10 ans de prison par la CRIE, sont toujours en détention. Direction à présent le Cameroun où un premier péage automatique a été installé à Mbeka sur l'autoroute Kribi-Lolabé, une autoroute mise en service ce 29 juillet en présence d'Emmanuel Nganou Djoumessi, le ministre des Travaux publics. Long de 38,5 km, cet axe doit faciliter l'accès des véhicules au port de Kribi. Reportage de notre correspondant Narcisse Oum. Le premier péage automatique du Cameroun, construit à Mbeka sur l'autoroute Kribi-Lolabé, dans le département de l'Océan, a été réceptionné et ouvert aux usagers depuis ce 29 juillet 2022 par le ministre des Travaux publics du Cameroun, Emmanuel Nganou Djoumessi, grâce à un partenariat public-privé. La mise en service de cette œuvre architecturale marque un coup d'accélérateur pour la construction et la réception des 14 autres unités de péage modernes initiées par l'État depuis 2009. Le gouvernement entend ainsi tirer profit des avantages offerts par ce mode de commande publique qui suppose un apport de financement par le partenaire privé. Bien plus, le gouvernement s'assure que ces contrats de partenariat public-privé se traduisent en une moindre sollicitation du Trésor public, donc du contribuable, ce qui a induit que les usagers de l'autoroute Kribi-Lolabé devront s'acquitter des tarifs de péage allant de 600 francs à 5 600 francs. Sur les deux stations de péage déjà opérationnelles sur l'autoroute, celle construite à Mbeka est un ouvrage de pleine voie, très moderne, de 12 voies automatiques et avec un mode de paiement manuel. Il y a deux péages qui sont aménagés. Un péage sur la rampe de l'échangeur de la N17, qu'on appelle N17 Ramp Toll Station, et le péage pleine voie où nous sommes actuellement, appelé Mbeka Toll Station. Le péage pleine voie, c'est 12 îlots, équipés sur 8, donc 4 de part et d'autre,
sur les quatre de part et d'autre, on a une voie entièrement électronique, ETC, Electronic Toll Collection, et les autres voies sont des MTC, Manual Toll Collection. L'identification et la catégorisation est faite automatiquement, seul le mode de paiement est manuel. C'est suite à un accord de partenariat signé le 10 juin 2022 entre l'entreprise Tollcam, représentée par Philippe Serrin, son président, et le ministre des Travaux publics du Cameroun que le projet voit le jour. D'après cette convention, les 14 postes de péage routier automatique devraient générer 300 emplois, 7 milliards de recettes dès la première année d'exploitation et 5 399 milliards de francs CFA de recettes prévisionnelles jusqu'en 2039. La quote-part à percevoir par l'État du Cameroun est évaluée à 5 482 milliards de francs CFA dès la première année d'exploitation et environ 49 milliards en 2039. Il est évalué à 59 000 milliards de francs CFA en Côte d'Ivoire. Le plan national de développement qui s'étend sur la période 2021-2025 vise à accélérer la transformation économique et sociale du pays. Un projet intimement lié à la vision 2030 Côte d'Ivoire qui a notamment pour but de créer 8 millions d'emplois et de réduire le taux de pauvreté à moins de 29%. Cher Omar Kamara. Dans la vision 2030 de la Côte d'Ivoire, la transformation structurelle de l'économie occupe une place importante. Pour le gouvernement ivoirien, le secteur privé doit porter cette forte ambition contenue dans la vision 2030 dont fait partie le programme Une Côte d'Ivoire solidaire qui, dans sa mise en œuvre, va favoriser la création de 8 millions d'emplois pour 19 millions de personnes en âge de travailler sur 35 millions d'habitants. Il contribuera à réduire le taux de pauvreté en le ramenant de 39% à 20%, à doubler le revenu par habitant sur 10 ans et à accroître le taux d'investissement global de 22% à 40%. Il nous faut tenir cette dynamique de croissance élevée tout au long de la décennie pour être à la hauteur des ambitions du pays exposées par le chef de l'État dans la vision 2030 d'une Côte d'Ivoire solidaire, dont l'objectif est de faire de notre nation un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure. Cette formulation macroéconomique, peut-être un peu austère, renvoie pourtant à des objectifs inouïs en termes de progrès économiques, sociaux et humains. La Côte d'Ivoire, qui aspire à devenir un pays à revenu intermédiaire supérieur à l'horizon 2030, place la transformation structurelle de son économie au rang de ses priorités. Un riche capital humain participant significativement à la croissance économique est un atout dont dispose l'État ivoirien dans l'atteinte de cet objectif. Pour relever cet important défi, chaque citoyen devient un acteur de développement contribuant par son travail à la création de richesses. Le capital humain intervient dans les secteurs de l'industrie, de l'agriculture, du tourisme, des mines et hydrocarbures, des TIC et du numérique, des infrastructures. Doubler à nouveau le revenu par habitant en 10 ans et propulser la majorité des Ivoiriens dans la classe moyenne. Deuxièmement, créer plus de 8 millions d'emplois supplémentaires d'ici 2030 afin d'intégrer notre jeunesse toujours plus nombreuse. 3. Réduire de moitié le taux de pauvreté pour le ramener à moins de 20% et intégrer des millions d'Ivoiriens à la dynamique de progrès. La Côte d'Ivoire, sous le leadership du président Alassane Ouattara, ambitionne de devenir un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure à l'horizon 2030, conformément au plan stratégique Côte d'Ivoire solidaire 2030. Le gouvernement entend poursuivre cette dynamique à travers la réalisation de l'ambition programme Côte d'Ivoire 2030 qui place le bien-être du citoyen au cœur de l'action gouvernementale. Le Maroc, quant à lui, se donne pour objectif de créer d'ici 2025 1 million d'emplois. Une ambition dévoilée par Younes Sekouri, le ministre de l'Inclusion numérique, lors de la 14e édition de l'US Africa Business Summit organisée à Marrakech. Pour renforcer la compétitivité économique du royaume, le ministre entend également miser sur la jeunesse. Joël Ballot.
Le tissu économique du Maroc est à 70% soutenu par les très petites et moyennes entreprises. Cependant, frappé par le Covid-19, la croissance du PIB marocain a connu un repli de 6,3% en 2020 pour rebondir à 7,4% en 2021. Ce redressement s'explique par la mise en œuvre de la charte de l'investissement. Selon le ministre de l'Inclusion économique, Younes Sekouri, ce programme gouvernemental entend créer d'ici 2025 1 million d'emplois en faveur des jeunes et des femmes. Nous avons des instances qui permettent de le faire à l'échelle de l'État, notamment un certain nombre d'agences. Nous avons des budgets pour le faire et nous avons surtout une volonté de le faire avec les régions. Parce qu'en définitive, les projets de développement se font au niveau local. Donc c'est ce type de partenariat que nous sommes en train de pousser et l'idée c'est de créer le million de jobs d'ici 2025 promis par le gouvernement. Si aujourd'hui l'économie marocaine est en nette progression, c'est surtout grâce à une main-d'œuvre qualifiée. Le gouvernement forme des jeunes qui auront la possibilité de travailler au Maroc comme à l'échelle internationale. Très sollicités à l'international, les ouvriers marocains bénéficient de la création d'une stratégie de mobilité qui vise à diversifier les ressources à travers les pays demandeurs. La solution, c'est de pouvoir encourager la formation professionnelle avec des circuits de formation qui ne sont pas trop lents pour pouvoir préparer des ressources humaines très très rapidement, mais de qualité. Et l'idée, c'est de faire une sorte d'intégration verticale pour que les jeunes qui sortent de l'école, qui démarrent le supérieur ou la formation professionnelle, sachent dès le départ qu'ils ont la possibilité d'exercer au sein de leur pays, comme d'aller faire une expérience dans le cadre de ce qu'on appelle l'immigration circulaire. La tenue du sommet États-Unis-Afrique en juillet 2022 au Maroc aura permis au gouvernement de mettre en exergue les actions prises pour la formation des jeunes. La politique du gouvernement étant d'abord de promouvoir l'emploi salarié à travers des conventions avec les syndicats et le patronat, mais surtout de favoriser l'auto-entrepreneuriat. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.